Françoise Sercollet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes herpétologue au Muséum d'Histoire Naturelle et auteur de nombreux livres. Je montre un de votre dernier, Les 50 idées fausses sur les serpents aux éditions Quae. Alors justement, une des idées qu'on a sur le serpent, c'est que c'est pas un animal social, c'est chacun pour soi, ce sont des animaux solitaires, etc. C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est vrai que ce sont des animaux la plupart du temps qui sont solitaires, hein. Mais pendant la période de reproduction, vous avez les mâles qui cherchent notamment les femelles. Il peut même y avoir des combats de mâles, mais des combats intelligents. Parce que les combats, ce sont vraiment des danses ophidiennes, c'est-à-dire que les mâles vont s'entrelacer comme ça, et le mâle le plus fort va abaisser donc la tête du plus faible. Donc il n'y a pas forcément des morsures, il n'y a pas, je dirais, une bagarre jusqu'à la mort, etc. C'est tout un rituel. Voilà, c'est vraiment, mais en plus de ça, ça fait vraiment une danse, hein, c'est extraordinaire à voir. Et donc le mâle le plus fort va se reproduire avec la plus faible, enfin avec la femelle. Mais par contre, le plus faible, s'il attend un petit peu, il pourra attendre que le mâle le plus fort ait fini, et puis aller voir la femelle quand même. Hein, donc c'est assez cool. C'est quand même relativement cool. Et puis après, vous avez quand même des femelles qui vont apporter des soins à leurs œufs. Vous avez donc des animaux qui vont pondre donc des œufs, comme par exemple les pitons, etc., qui vont donc les femelles pondent leurs œufs et vont après s'enrouler autour pour pouvoir les chauffer. Donc elles vont avoir des spasmes musculaires pour augmenter leur température corporelle, pour pouvoir augmenter donc la température d'incubation donc de leurs œufs. Et ça pendant 1 mois et demi, 2 mois, tout dépend de la température extérieure, où elles ne vont absolument pas quitter donc leur nid, et elles vont voilà, se réchauffer donc leurs œufs jusqu'à l'éclosion finale. Donc je trouve ça quand même assez extraordinaire, parce qu'elles ne mangent pas, elles ne font que s'occuper de leurs œufs. Après vous avez les cobras royaux aussi, donc le cobra royal, il va garder son nid, que ce soit mâle et femelle. Donc s'il y a un prédateur dans le coin, je dirais que ce soit le mâle ou la femelle, vont attaquer donc le prédateur, donc pour pouvoir s'occuper donc de leurs œufs. C'est quand même des animaux assez extraordinaires. On n'est pas du tout chez les mammifères, là on est vraiment chez les reptiles, donc c'est mais du coup, est-ce que tous les serpents, quels qu'ils soient, parce que manifestement chaque serpent est assez différent, chaque sorte de serpent, ils sont quand même tous solitaires? On n'a pas encore découvert des serpents sociaux qui vivraient en meute. Alors, il y a quand même des comportements, par exemple, je pense à une espèce qui vit aux États-Unis, au nord des États-Unis et puis sud du Canada, où ça c'est vraiment extraordinaire comme animal. Donc c'est une couleuvre, et ces couleuvres-là vont toutes hiberner ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple une cavité avec voire une centaine, voire plus d'une centaine de serpents qui vont hiberner ensemble. Et au moment donc de la sortie donc d'hibernation, vous allez avoir donc d'abord des petits mâles qui vont sortir en premier. Parce que voilà, ils vont se faire aussi manger par les prédateurs, et c'est vrai que dans la nature, ce sont surtout les femelles qui sont importantes, plus que les mâles. Et donc ça prouve déjà une certaine intelligence collective. Quand oui, même, parce que la répartition des rôles. Les femelles, c'est elles qui portent notamment les petits ou qui portent les œufs, donc qui assurent aussi donc la pérennité de l'espèce. Et donc vous avez donc les mâles qui sortent en premier. Après vont sortir donc les femelles. Et certaines femelles vont tricher. Pourquoi? Parce que elles vont se gonfler pour paraître vraiment plus grosses et attirer notamment donc les mâles. Pourquoi elles trichent sur leur forme? Tout simplement parce que plus elles sont grosses et plus elles font passer comme message oh, je suis grosse, ça veut dire que je peux porter davantage d'œufs et donc faire davantage de petits.
D'accord? Donc, une fois que la femelle est sortie, là, vous avez plein de mâles qui lui sautent dessus, qui s'enroulent autour, qui la lèchent avec la langue, etc., qui se frottent à elle pour essayer de se reproduire, notamment avec la dite femelle. Et pendant ce temps-là, eh ben, il y a des mâles qui sont restés beaucoup plus longtemps que les autres en hibernation. Et ceux-là vont sortir d'hibernation. Et là, chose extraordinaire, ils vont émettre, donc dans la nature, des phéromones de femelles. C'est-à-dire qu'ils vont se travestir en odeur, comme si c'était des femelles. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les mâles qui étaient tous sur la femelle vont être hyper intéressés par ces odeurs de femelles et vont se précipiter donc sur les travestis, qu'ils vont réchauffer donc beaucoup plus rapidement, d'accord, et qui vont donc s'occuper de lui, de façon à ce que de temps en temps, il y a ces mâles-là qui arrivent à se faufiler, parce qu'ils ont vraiment fichu le bazar, pour aller se reproduire, notamment avec la femelle. Et donc, ils sont restés beaucoup plus longtemps que les autres, donc en hibernation. Donc, ils n'ont pas dépensé donc leur énergie donc à essayer de sortir plus tôt, etc. Et ils essayent aussi à se reproduire eux-mêmes avec la dite femelle. Et une fois que c'est fait, ils vont fabriquer donc une espèce de mucus qui va venir bloquer donc le cloaque de la femelle. Et donc dans cette espèce de mucus qui sert finalement de bouchon, eh ben il y a des phéromones qui veulent dire « Ah, attention, c'est trop tard, j'ai été fécondé, je peux enfin aller manger ». Oh les malins. Merci.